Bonjour. Les trois derniers entretiens ont porté sur les leurs et je me suis dit qu'il fallait maintenant que je vous parle de la façon de sortir de cette ronde infernale d'illusions dans laquelle nous sommes tous aspirés. Alors, la façon imaginée par le Bouddha et certainement les hindouistes avant lui est de pratiquer la méditation, qui est donc cette démarche qui confère une concentration juste et qui est une des branches du noble octuple sentier. Cette méditation est, je l'ai dit, un combat avec l'ego qui produit continuellement des pensées sous forme d'images, de sensations. En réalité, elle peut vous agresser, entre guillemets, avec tous les sens. En fait, quand je dis agresser, c'est une dramatisation personnelle, parce qu'en fait, ce sont des pensées, elles ne sont pas là comme ayant la fonction d'agresser, elles sont là parce qu'elles sont là. Point final. J'aime bien l'analogie, mais pensez bien qu'il s'agisse d'une métaphore du film de diapositive d'avant les images numériques, avec ses perforations sur le côté et des images de la taille de 24 sur 36 millimètres, séparées par une petite bande qui pouvait avoir 1 ou 2 millimètres. Et imaginez que les pensées se produisent dans le mental un peu comme l'arrivée de ces images. Dans le cinéma, ce serait 24 images par seconde. Hein. Dans le cerveau, nul peut le dire, puisque de toute façon, c'est une métaphore. Mais je vous prie d'aller avec moi plus loin dans cette métaphore. Et donc, chaque image qui se produit serait une pensée, et voilà, et vous êtes pris avec, soit vous y portez attention, soit vous vous laissez affecter par elle d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes un méditant accompli, eh bien, vous la laisserez passer en vous concentrant sur votre souffle. Et ce serait un petit peu comme si, à mesure que vous progressez dans cette espèce de neutralité vis-à-vis des pensées qui passent, l'interstice entre chaque image s'élargissait. Donc vous auriez un film avec des images qui ont toujours la même taille, mais l'interstice entre chaque image s'agrandit, et s'agrandit encore, et s'agrandit toujours, jusqu'à avoir la taille même d'une image de 24 par 36 millimètres. Alors, imaginez que, c'est toujours une métaphore, hein, imaginez que vous en soyez là, à force d'années de méditation, et je dis bien de longues années, vous pourriez avoir le choix de vous arrêter ou d'arrêter votre conscience sur ces pensées ou sur l'interstice entre elles. Et si vous étiez capable de vous concentrer sur l'interstice entre les pensées, vous auriez un accès direct à la réalité ultime. Voilà un peu comment il faut comprendre les choses. Bien sûr, on ne médite pas avec un but, parce que avoir un but en méditation, c'est déjà ne plus méditer. On médite parce qu'on médite. Donc, vous choisissez à un moment donné, là, il faut malgré tout une intention minimale de vous asseoir, et de vous asseoir en supportant votre colonne vertébrale, mais c'est la seule consigne que moi je donnerais, et
en observant votre souffle, en pratiquant anapanasati, pour simplement constater le flux ininterrompu de vos pensées et de, malgré tout, chaque fois que vous prenez conscience d'une de ces pensées, de revenir à l'observation du souffle. Au début, il s'agit d'images, mais en rappelant l'incident avec Sri Rewatadama qui s'était gratté le nez, vous voyez bien que si les images ne suffisent pas à vous distraire, le mental peut très bien vous envoyer d'autres sensations, comme des démangeaisons, comme, je sais pas moi, vous pourriez même entendre quelque chose, avoir le goût de quelque chose dans la bouche, ou percevoir une odeur. Tous vos sens y participeraient. Et si ça ne suffit pas, le mental peut très bien alors vous envoyer l'impression que vous avez des pouvoirs paranormaux. Rappelez-vous quand je me suis battu avec l'idée que je pouvais écrire un bon chapitre de mon livre ou rester assis en méditation, et que je suis sorti pour écrire quasiment en écriture automatique ce chapitre, debout dans un corridor sur le dos d'une enveloppe pour être précis, eh bien, j'avais l'impression d'être le jouet d'un pouvoir paranormal, parce que normalement je n'écris pas de cette façon-là. Donc, l'ego a vraiment plus d'un tour dans son sac. Quand je dis l'ego, on va dire le mental. Il faudra bien qu'à un moment donné, je parle de cette caméra mentale plus en détail. Elle est connue sous le nom des 5 khandhas, mais on verra ça dans un autre entretien. Pour l'instant, je veux simplement insister sur le fait que quand on a pratiqué très longuement samatha, qui est la première forme de méditation pratiquée dans le bouddhisme Theravada, on peut commencer à pratiquer vipassana, qui est l'autre forme de bouddhisme et dont je n'ai encore rien dit. Qu'est-ce qu'on fait dans vipassana? Eh bien, on fait exactement la même chose que dans samatha. On observe le souffle. Mais on ne l'observe plus uniquement en position assise. On l'observe en position assise, on l'observe en position debout, on l'observe en position couchée, on l'observe durant la marche. Tout ça selon une certaine codification, mais le changement important n'est pas ou la marche ou la position couchée ou debout, c'est l'attitude qui change. Cette fois-ci, on ne cherche pas seulement à apaiser son mental, on cherche à pénétrer l'essence de chaque phénomène du quotidien, symbolisé par les différentes postures du corps, marche, état couché, debout, assis. Et on doit arriver, en pratiquant vipassana, à prendre une tasse de café dans un état méditatif tout en étant inséré dans la vie de tous les jours. Il ne s'agit pas tout d'un coup d'être spaced out, là. Il s'agit d'être bel et bien inséré dans la réalité, mais si je prends une tasse de café dans mes mains, eh bien, je sais que je prends cette tasse de café avec 100% de ma conscience. Si je la dépose, je sais que je la dépose avec 100% de ma conscience. Si après ça, je prends un crayon en main, je le sais encore avec le secours de toute ma conscience. C'est à ça que conduit Vipassana. Alors ça, c'est merveilleux, parce que vous pouvez dès lors vous promener dans la rue et être
en méditation, vous pouvez entrer à l'épicerie, faire vos achats, et sans dire de, 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 de répliques inappropriées, hein, être en méditation et savoir que vous achetez effectivement 100 grammes de jambon, 1 kilo de cerises, ou que sais-je. Mais vous êtes en pleine conscience de ce que vous faites. Et alors, vous avez une perception aussi des autres qui est beaucoup plus aiguë. Vous percevez, eh bien, leurs illusions, vous les voyez se débattre, vous les voyez être agressifs pour rien, être tristes pour rien, être gays pour rien, faire semblant d'être gays quand ils auraient envie d'être tristes, d'être à gauche quand ils voudraient être à droite, d'être en haut quand ils voudraient être en bas et vice-versa. C'est vraiment un acquis extraordinaire pour démasquer, dépister et combattre les illusions. Donc, la bonne façon de combattre les illusions est de pratiquer la méditation. Dans un premier temps, on pratique je ne me souviens plus de son nom. En tout cas, je l'ai dit avant, et dans un premier temps, et dans un second temps, on pratique Vipassana. C'est shamatha, le mot que je cherchais. Excusez mon grand âge, il arrive que ma mémoire à courte durée fasse défaut, mais donc il s'agit bien de samatha dans un premier temps et de vipassana dans un second temps. N'attendez rien de la méditation, découvrez tout ce qu'elle peut offrir. Quand en méditation transcendantale, on vous dit acquérez une respiration plus calme et tout, c'est pas un bon service qu'on rend à la méditation. Vous acquérez peut-être une respiration plus calme, et encore, j'en suis pas certain, mais si vous pratiquez la méditation avec le même esprit mercantile que vous faites déjà toutes vos actions, vous passerez totalement à côté de ces bienfaits. Il y a des bienfaits, c'est un fait, mais vous ne les obtiendrez pas en vous les choisissant comme but. Donc, méditez pour combattre le tourbillon des illusions. C'est le conseil que je vous donne d'ici notre prochaine rencontre. Merci.